Tu n'auras rien, annonce-t-elle. Tes cousins ont de vrais métiers. Tous applaudissent. Je l'embrasse. Son notaire ouvre une enveloppe. Madame, toutes vos factures depuis 3 ans. Payées par la petite fille que vous venez de déshériter. Les papiers s'envolent. Tu n'auras rien, Aliénor. La voix de ma grand-mère, Geneviève, a claqué dans l'air du grand salon. C'était une lame de glace dans la chaleur de notre masse provençale, près d'Aix-en-Provence. 30 membres de ma famille étaient réunis, convoqués pour ce qu'elle avait pompeusement appelé une « annonce sur la succession ». Assise dans son fauteuil roulant dernier cri, elle ressemblait à une reine sur son trône, son notaire, maître Lambert, se tenant à ses côtés comme un fidèle conseiller. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que ce fauteuil roulant, les infirmières qui se relayaient jour et nuit, et les traitements expérimentaux qui lui avaient offert 3 années de vie supplémentaires, c'est moi qui avais tout payé. En secret. L'humiliation était publique, l'ironie, elle, était privée. Bonjour à tous et bienvenue. Ce que vous venez d'entendre n'est que le début d'une journée qui a changé ma vie. Une journée où les masques sont tombés et où la vérité, cachée pendant des années, a finalement éclaté. Avant de plonger dans les détails de cette histoire de famille, de trahison et de rédemption, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Le salon était baigné de la lumière dorée de fin d'après-midi. Dehors, les cigales chantaient leur symphonie estivale, indifférentes au drame qui se jouait à l'intérieur. Aliénor a choisi de gâcher sa vie, a continué Geneviève, sa main tremblante mais son ton d'une fermeté absolue. Je suis restée debout, immobile, sentant tous les regards se poser sur moi. Mes cousins, Thibault le gestionnaire de fonds et Faustine la brillante avocate, échangeaient un regard entendu. Un petit sourire suffisait sur les lèvres de Faustine. Victoire. J'ai vu de la pitié dans les yeux de ma mère, assise en retrait, et de la satisfaction non dissimulée sur le visage de mes oncles et tantes. Puis, l'impensable s'est produit. Ils ont applaudi. Des applaudissements polis, étouffés, mais bien réels. Ils applaudissaient ma mise à l'écart, ma déchéance publique. Une vague de chaleur, une colère pure et blanche, a menacé de me submerger. J'ai eu envie de crier. De renverser la lourde table en chêne et de leur jeter à la figure leur hypocrisie, leur superficialité. Mais une autre voix, plus profonde, plus calme, s'est élevée en moi. La voix de mon grand-père. Il y a des années, il m'avait dit, « Ma chérie, la véritable élégance réside dans le silence quand on a toutes les raisons de hurler. » Alors, j'ai respiré. J'ai traversé la pièce, le silence se faisant sur mon passage. Je me suis penchée et j'ai déposé un baiser sur la joue parcheminée de ma grand-mère. Un baiser chargé de 10 ans de secrets, de sacrifices silencieux et d'un amour qu'ils étaient incapables de comprendre. Elle a eu un mouvement de recul, surprise par ce geste qu'elle a sans doute jugé déplacé. Tout sera divisé entre tes cousins, a-t-elle conclu, la voix rauque. Eux, au moins, ont bâti quelque chose de leur vie. J'ai regagné ma place sans un mot. Le silence était pesant, rompu seulement par le bip régulier du moniteur cardiaque de ma grand-mère. Un appareil que j'avais moi-même fait installer. Il ne savait rien. Il me voyait comme une cause perdue, la petite fille de 31 ans qui jouait à la bénévole, dans un petit refuge, à Marseille, vivant dans un appartement modeste et conduisant une vieille voiture. Leur définition du succès se mesurait en euros, en titres professionnels et en mètres carrés. La mienne se mesurait en vie changée. Ils ne savaient pas que les murs qui les abritaient avaient été rénovés grâce à moi, que les fauteuils confortables dans lesquels ils étaient assis avaient été payés par moi, et que la femme qu'ils célébraient pour sa fortune vivait grâce à la générosité de celle qu'elle venait de déshériter. Comment une seule famille pouvait-elle être à ce point aveugle? Cette humiliation publique n'était pas le fruit du hasard. Elle avait été soigneusement cultivée, nourrie par des murmures et des insinuations toxiques. La jardinière de ce poison n'était autre que ma cousine, Faustine. Je revois la scène comme si c'était hier, il y a quelques mois à peine. Elle était venue me rendre visite dans mon appartement du quartier du Panier, à Marseille. Une visite surprise, bien sûr.
Elle était arrivée avec une bouteille de vin d'un domaine prestigieux, son sourire carnassier dissimulé derrière un masque de sollicitude familiale. « Aliénor, ma chérie. Je passais dans le coin, je me suis dit que je viendrais voir comment tu t'installes dans ton petit nid douillet. » Elle a balayé du regard mes 60 mètres carrés, s'attardant sur mes meubles chinés et mes livres empilés. Chaque compliment était une critique déguisée. C'est si authentique. Tellement toi. Tu as vraiment le don de rendre un lieu chaleureux avec peu de choses. Peu de choses. C'était sa façon de dire « pauvre ». Elle s'est assise sur mon canapé, a lissé sa jupe de créateur et a commencé son interrogatoire, mielleux mais précis. Alors, ce refuge, le refuge de l'aube, c'est bien ça? Ça doit être tellement gratifiant. Mais dis-moi, comment ça fonctionne, financièrement? Vous vivez de dons, de subventions? Je lui ai expliqué brièvement, sans entrer dans les détails, que nous avions un modèle économique solide. Elle a hoché la tête, l'air pensif. Je vois. C'est admirable, vraiment. Mais il faut faire attention, tu sais. Le monde des associations est parfois opaque. J'espère juste que tu es bien entouré, que personne ne profite de ta gentillesse. Sur le moment, j'ai cru à une inquiétude sincère, bien que maladroite. J'étais naïve. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était une mission de reconnaissance. Elle collectait des informations, des impressions, pour les déformer et les servir à notre grand-mère sur un plateau d'argent. Je me souviens d'une conversation avec ma mère, quelques semaines plus tard. « Ta cousine Faustine s'inquiète pour toi », m'avait-elle dit au téléphone. Elle a dit à ta grand-mère qu'elle avait peur que tu sois un peu perdu, que ton projet manquait de structure. Elle a utilisé le mot « amateurisme ». J'avais compris, ce jour-là. Faustine ne s'inquiétait pas pour moi. Elle me détruisait, méthodiquement, dans l'esprit de la seule personne dont l'opinion comptait plus que tout, Geneviève. Cette jalousie ne datait pas d'hier. Elle était profondément enracinée dans notre enfance. Je me souviens encore de ce concours de sciences à l'école. J'avais construit une maquette du système solaire avec des boules de polystyrène, du fil de pêche et une vieille lampe de bureau. Un projet simple, fait avec les moyens du bord. Faustine, elle, avait présenté un volcan miniature impressionnant, avec de la fumée et de la fausse lave, un projet pour lequel ses parents avaient dépensé une petite fortune. J'ai gagné le premier prix. Pas pour la sophistication, mais pour l'ingéniosité et la passion. Faustine a eu le deuxième prix. Le regard qu'elle m'a lancé ce jour-là, un mélange de haine et d'incompréhension, je ne l'ai jamais oublié. Pour elle, la vie était une compétition où l'on gagnait en dépensant, en montrant. Je venais de lui prouver qu'on pouvait gagner autrement. Elle ne me l'a jamais pardonné. Pendant des années, elle a cherché à prendre sa revanche, à prouver que son monde matérialiste était le seul valable. Mon choix de vie était une insulte personnelle à sa vision du monde. En me décrivant comme une ratée, une idéaliste naïve, elle ne faisait pas que me rabaisser, elle validait ses propres choix. Elle n'avait pas seulement semé une graine de doute dans l'esprit de ma grand-mère. Elle l'avait arrosée chaque jour avec ses mensonges, sa condescendance, jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre immense et toxique, dont les fruits amers étaient servis aujourd'hui, dans ce salon. Et je savais que cet arbre avait des racines bien plus profondes que je ne l'imaginais. Je suis donc restée là, silencieuse, pendant que le tribunal familial continuait son procès. Ma grand-mère a repris son discours, se tournant vers mes cousins avec une fierté non dissimulée. Regardez Thibaut. À 35 ans, il gère un portefeuille d'investissement de plusieurs milliards d'euros. Il crée de la richesse, du concret. Thibaut a modestement baissé la tête, mais je pouvais voir le triomphe dans ses yeux. Et Faustine. Associée dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de Paris. Elle défend des intérêts majeurs, elle a du pouvoir. C'était un spectacle bien orchestré, une célébration de la réussite telle qu'il la concevait, visible, quantifiable, et surtout, lucrative. Pendant qu'il parlait, mon téléphone a vibré discrètement dans ma poche. Je l'ai sorti sous la table, à l'abri des regards. C'était un message de Léa, mon assistante et bras droit. Aliénor, confirmation pour la réunion avec la délégation de l'ONU la semaine prochaine. Le budget pour l'agrandissement du refuge de Lyon, 3 millions d'euros, vient d'être approuvé par le Conseil. Bien joué.
J'ai souri intérieurement. Leur « concret » était fait de chiffres sur un écran. Mon « concret » à moi, c'était des lits pour des femmes et des enfants qui n'en avaient pas, un soutien psychologique pour celles qui avaient tout perdu, et une nouvelle chance pour celles qui ne croyaient plus en rien. Le refuge de l'Aube n'était pas un petit projet. C'était un réseau de 17 centres d'accueil dans toute la France. Notre budget annuel était de 47 millions d'euros, financé par des fondations, des entreprises, et par le fonds que j'avais créé après avoir vendu ma première entreprise. Une start-up de technologie, une application de sécurité pour les victimes de violences conjugales nommée Ange Gardien. Je l'avais vendue pour 32 millions d'euros il y a 6 ans. Une information que j'avais gardée pour moi, non par honte, mais parce que je savais qu'ils ne la comprendraient pas. Pour eux, cet argent aurait dû être investi dans l'immobilier, dans des actions, dans un style de vie ostentatoire. Pas gaspillé pour les autres. Pendant une seconde, une impulsion fugace m'a traversé l'esprit. L'envie de me lever, de brandir mon téléphone et de lire le message de Léa à haute voix. L'envie de leur jeter mes chiffres à la figure, de les noyer sous le poids de leur propre ignorance. Mais à quoi bon? Ils n'auraient vu que l'argent. Ils n'auraient pas vu les visages, les histoires, les vies sauvées. Ils m'auraient peut-être respecté pour les millions, mais ils auraient continué de mépriser la cause pour laquelle je les utilisais. Et leur respect à ce prix-là ne m'intéressait pas. C'est à ce moment-là que je me suis posé la question. Une question qui me hantait parfois, dans le silence de la nuit. Et si, d'une certaine manière, ils avaient raison? Si j'avais fait une erreur en tournant le dos à la carrière prestigieuse qui m'était promise? Si j'avais sacrifié ma propre sécurité financière pour une cause sans fin? Le doute est un poison subtil. Mais alors, comme un phare dans la tempête, le visage d'une femme que j'avais rencontrée le matin même m'est revenu en mémoire. Elle s'appelait Sarah, mère de 2 enfants, et elle venait enfin de décrocher un entretien d'embauche après des mois de galère, grâce à notre programme de réinsertion professionnelle. La lueur d'espoir dans ses yeux, son sourire timide mais sincère. C'était ça, ma réponse. C'était ça, ma richesse. Mon concret. C'est incroyable de voir comment une situation peut être perçue différemment selon le point de vue. Ma famille voyait un échec, je voyais une mission. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous révélé la vérité, au risque de créer un conflit encore plus grand, ou auriez-vous continué à garder le secret? Dites-le moi dans les commentaires, votre opinion m'intéresse vraiment. J'ai rangé mon téléphone. J'ai relevé la tête et j'ai regardé ma famille. Ils s'applaudissaient entre eux, célébrant leur propre succès sur les ruines de ce qu'ils croyaient être mon échec. Ils jouaient les premiers rôles sur une scène qu'ils ne savaient pas que j'avais construite. Et le rideau était sur le point de se lever. Alors que les murmures satisfaits commençaient à s'éteindre, une voix s'est élevée, calme mais ferme. C'était celle de Maître Lambert, le notaire de la famille depuis des décennies. Geneviève, si vous me le permettez. Il a fait un pas en avant, son visage habituellement impassible trahissant une pointe d'inconfort. Avant de finaliser ce testament, il y a plusieurs points financiers que nous devons impérativement clarifier. Des points inhabituels. Ma grand-mère l'a regardé, agacée par cette interruption. Quel point, Lambert? Tout est simple. La fortune des Valois va à ceux qui la méritent. Fin de l'histoire. Maître Lambert a secoué la tête, une lueur d'obstination dans les yeux. Je crains que ce ne soit pas si simple. J'essaie d'obtenir ce rendez-vous avec vous seul depuis des semaines pour en discuter. Il s'agit de dépenses très importantes, non provisionnées, qui ont un impact direct sur l'estimation de votre patrimoine. J'ai compris à cet instant. Ce n'était pas Maître Lambert qui avait choisi ce moment. C'était ma grand-mère. Toujours avide de drame et de mise en scène, elle avait dû insister pour que cette clarification ait lieu devant tout le monde, pensant sans doute qu'il s'agissait d'une simple formalité, une occasion de plus de démontrer l'étendue de sa fortune. Elle ne pouvait pas imaginer que cette décision, prise par orgueil, allait devenir le catalyseur de sa propre chute. Elle avait elle-même préparé le piège qui allait se refermer sur elle. Des dépenses? Quelles dépenses, a-t-elle demandé, l'impatience perçant dans sa voix. Je n'ai fait aucune dépense extravagante. Il ne s'agit pas de dépenses extravagantes, madame, a répondu le notaire, son ton devenant plus grave. Il s'agit de dépenses vitales.
Des dépenses liées à votre santé. Un silence s'est abattu sur la pièce. Le sujet était sensible. Tout le monde savait que ma grand-mère avait lutté contre un cancer agressif. Mais tout le monde supposait, comme elle, que la sécurité sociale et sa mutuelle privée couvraient la quasi-totalité des frais. Je ne vois pas où est le problème, a déclaré mon oncle, le frère de ma mère. Maman a la meilleure couverture possible. C'est exact, a convenu maître Lambert. Pour les soins standards. Mais nous ne parlons pas de soins standards ici. Nous parlons de protocoles expérimentaux, de soins à domicile intensifs, d'équipements spécialisés. Des choses qui, je dois le dire, vous ont probablement sauvé la vie. Il a posé sa mallette en cuir sur la table basse. Le bruit sec de la serrure qui s'ouvre a résonné dans le silence. C'était un son sec, définitif. Comme le bruit d'un pistolet qu'on arme avant un duel. Il a sorti une liasse de documents, un dossier épais. Il l'a ouvert. Ces 3 dernières années, vos frais médicaux non couverts par les assurances s'élèvent à une somme considérable. Une somme qui a été réglée intégralement, mais dont l'origine reste, à déterminer. L'atmosphère a changé. La satisfaction a laissé place à la confusion, puis à une inquiétude palpable. De l'argent dont on ne connaissait pas la source? Dans une famille comme la nôtre, où chaque centime était compté et tracé, c'était une anomalie, une menace. Ils ne se doutaient pas que la menace, à leurs yeux, était assise tranquillement dans un coin de la pièce, attendant que la vérité fasse enfin son œuvre. Maître Lambert allait être le messager. Mais c'est moi qui avais écrit le message. Une somme considérable? C'est Thibault qui a rompu le silence, son assurance de financier commençant à se fissurer. De quel ordre de grandeur parle-t-on, maître? Maître Lambert a ajusté ses lunettes. Il a consulté une page du dossier. Sur les 36 derniers mois, le total des factures médicales payées en dehors de tout remboursement s'élève à 2 400 000 €. Le chiffre est tombé comme une pierre dans une mare. Un murmure d'incrédulité a parcouru l'assemblée. 2,4 millions d'euros. C'était une somme astronomique, même pour notre famille. Impossible, s'est exclamée ma grand-mère. Ma mutuelle? Votre mutuelle a contribué à hauteur de peut-être 10% de ce montant, madame, a coupé le notaire. Le reste, la totalité des 2,4 millions, a été réglée par une seule et même entité. Une fiducie médicale privée nommée Fiducie GA. Le nom a résonné en moi. GA. Geneviève et Alain. Les initiales de ma grand-mère et de mon grand-père décédés. Je l'avais baptisé ainsi le soir où le diagnostic était tombé, dans le secret de mon petit appartement. C'était une promesse silencieuse que je faisais à mon grand-père, où qu'il soit. Une promesse que je veillerais sur elle. Une fiducie? Quelle fiducie? A demandé Faustine, son esprit d'avocate reprenant le dessus. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Qui l'a créée? C'est précisément la question, a répondu maître Lambert. Cette structure est extrêmement discrète. J'ai passé les 2 derniers mois à essayer d'identifier son fondateur. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a été créée 3 jours après le diagnostic de votre cancer, madame, et qu'elle est alimentée par un compte unique dont je n'ai pu tracer l'origine. Thibault a émis une hypothèse. C'est peut-être un montage que grand-père avait fait avant de mourir. Un fonds caché pour les urgences. C'était plausible. Mon grand-père était un homme prévoyant. Plusieurs membres de la famille ont hoché la tête, s'accrochant à cette explication rassurante. Mais je voyais bien dans les yeux de maître Lambert qu'il n'y croyait pas. Il savait qu'il y avait autre chose. C'est une possibilité que j'ai explorée, a-t-il dit. Mais la signature sur les documents de création de la fiducie n'est pas celle de votre grand-père. Le mystère s'épaississait. La tension était à son comble. C'était mieux qu'un roman policier. Alors, qui? A demandé ma mère, sa voix à peine un murmure. Maître Lambert a soupiré. Le fondateur a exigé un anonymat total. Légalement, je ne peux rien révéler sans son autorisation expresse. J'ai envoyé une demande officielle il y a une semaine, mais je n'ai toujours pas de réponse. C'était mon signal. Mon téléphone a vibré. C'était Léa. Maître Lambert a reçu l'autorisation. Tu es sûr de toi, Aliénor?
J'ai regardé ma famille. J'ai vu leur confusion, leur arrogance qui se transformait en peur face à l'inconnu. J'ai regardé ma grand-mère, qui semblait soudain si frêle. Était-ce cruel? Peut-être. Mais c'était nécessaire. J'ai pris une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre. Puis j'ai tapé ma réponse, un seul mot qui allait tout changer. Oui. Une seconde plus tard, le téléphone de Maître Lambert a émis un discret « ping ». Il a baissé les yeux vers son écran. J'ai vu ses sourcils se hausser. Son visage, d'habitude si contrôlé, a affiché une expression de stupeur totale. Il a relevé la tête, son regard a croisé le mien pendant une fraction de seconde, puis il s'est tourné vers ma grand-mère. La pièce entière retenait son souffle. Que allait-il dire? Maître Lambert a posé son téléphone sur la table. Le silence dans la pièce était si total que j'entendais le vrombissement lointain d'un avion dans le ciel d'été. Il a pris une profonde inspiration, comme un acteur avant de livrer la réplique la plus importante de la pièce. Je viens de recevoir l'autorisation que j'attendais. Sa voix était neutre, presque clinique, ce qui ne faisait que renforcer la tension. Il a fixé ma grand-mère. Madame, la fondatrice et unique bienfaitrice de la Fiducie GEA, celle qui a personnellement réglé chaque centime de vos 2,4 millions d'euros de frais médicaux depuis 3 ans. Il a fait une pause. Une pause théâtrale, insoutenable. C'est votre petite fille, mademoiselle Aliénor. Le monde s'est arrêté. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Personne n'a respiré. C'était comme si le son avait été coupé. Puis, le chaos. Lentement, d'abord. Un murmure. Un souffle. Le bruit cristallin du verre de champagne de Faustine qui glissait de ses doigts et s'écrasait sur le carrelage ancien. Impossible, a articulé ma grand-mère, sa voix un filet d'air. C'est ridicule. Aliénor n'a pas d'argent. Elle travaille dans un refuge, pour l'amour de Dieu, a crié mon oncle. Elle gagne à peine le SMIC. Mais Maître Lambert était imperturbable. Il est resté debout, un roc au milieu de la tempête, son visage une étude de professionnalisme. Je crains que vos informations ne soient pas à jour, a-t-il dit, son ton toujours aussi calme. Il a repris ses documents. Mademoiselle Aliénor ne travaille pas dans un refuge. Elle dirige la fondation Le Refuge de l'Aube, l'une des plus grandes organisations à but non lucratif de France dédiée à l'aide aux femmes victimes de violences. Chaque mot était un coup de marteau. La fondation. L'organisation. Pas le petit projet. Selon ses documents, elle a créé cette fondation il y a 6 ans. Faustine était à genoux, ramassant les débris de son verre, mais je savais qu'elle essayait surtout de cacher son visage, déformé par le choc et l'humiliation. Mais, l'argent? D'où viendrait cet argent, a bégayé Thibault, le financier, celui qui était censé tout comprendre. Une fondation ne génère pas de bénéfices. En effet, a dit Maître Lambert. Le capital initial de la fondation, ainsi que les fonds de la fiducie médicale, proviennent de la vente de la première entreprise de mademoiselle Aliénor. Quelle entreprise? A demandé ma mère, les larmes aux yeux, regardant de ma grand-mère à moi, comme si elle essayait de recoller les morceaux d'une réalité qui venait de voler en éclats. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de parler. Pour la première fois depuis le début de cette mascarade. Ma voix était calme, posée. L'entreprise s'appelait Ange Gardien, ai-je dit. Tous les regards se sont tournés vers moi. C'était une application pour smartphone. Un système d'alerte discret pour les victimes de violences conjugales. Je l'ai développé quand j'étais encore à l'université. J'ai regardé ma grand-mère droit dans les yeux. Je l'ai vendu il y a 6 ans à un groupe technologique américain. Thibault s'est étouffé avec sa gorgée de champagne. Vendu combien? J'ai hésité une seconde. Puis j'ai lâché la bombe. 32 millions d'euros. Le silence qui a suivi était différent du premier. Ce n'était plus un silence d'attente. C'était un silence de mort. Un silence de fin du monde. Leur monde, en tout cas. Le monde qu'ils avaient construit sur des certitudes, des hiérarchies et des jugements de valeur. Un monde où j'étais tout en bas de l'échelle. Et ce monde venait de s'effondrer. Je voyais la vérité faire son chemin sur leur visage, passant par toutes les étapes, le déni,
la colère, le marchandage, et enfin, l'abjecte compréhension. J'avais gagné. Mais la victoire avait un goût étrange, un goût de cendre et de tristesse. La première vérité avait été révélée, mais ce n'était que le sommet de l'iceberg. Ce que maître Lambert s'apprêtait à dire ensuite n'allait pas seulement les couvrir de honte, mais allait démolir jusqu'aux fondations de l'univers qu'il s'était bâti. Le choc initial aurait pu se dissiper, se transformer en une sorte d'anecdote familiale bizarre. Mais maître Lambert n'avait pas terminé. Il agissait avec la précision d'un chirurgien, disséquant leur ignorance couche par couche. La vente de « Ange gardien » n'était que le début, a-t-il continué, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Il a brandi un autre document. Ceci est le rapport annuel de la Fondation Le Refuge de l'Aube. Comme l'exige la loi pour les organisations de cette taille, ses finances sont publiques. Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Le budget de fonctionnement annuel de la Fondation dirigée par mademoiselle Aliénor est de 47 millions d'euros. Un hoquet collectif a parcouru la salle. 47 millions. Ce n'était plus une somme d'argent, c'était un concept abstrait, une réalité parallèle qui entrait en collision avec la leur. Elle emploie plus de 200 personnes à temps plein, a poursuivi le notaire, implacable. Elle gère 17 centres d'accueil. L'année dernière, la Fondation est venue en aide à plus de 10 000 femmes et enfants. Mon oncle Philippe, celui qui se vantait toujours de ses placements en bourse, avait sorti son smartphone. Ses doigts tapaient frénétiquement sur l'écran. Soudain, il a pâli. « Mon Dieu » a-t-il murmuré. « C'est vrai. » Il a levé les yeux de son téléphone, le regard perdu. Il y a des articles, partout. Le Figaro, les Échos, même le New York Times. Aliénor Valois, la philanthrope discrète qui révolutionne l'aide aux victimes en France. Il a lu le titre à voix haute, chaque mot semblant lui écorcher la gorge. Ma tante, à côté de lui, a arraché le téléphone de ses mains. « Laisse-moi voir ça. » Elle a reçu le prix de l'héroïne de l'année de CNN l'an dernier? Et la Légion d'honneur pour son action sociale? La nouvelle s'est répandue dans la pièce comme une onde de choc, chaque personne sortant son téléphone, découvrant en temps réel l'étendue de la vie que je leur avais cachée. Ou plutôt, la vie qu'ils avaient refusé de voir. Leur visage passait de l'incrédulité à la stupeur, puis à une honte palpable. Je me suis tournée vers Thibault. Notre expert en finance. L'homme qui, pas plus tard qu'au dernier repas de Noël, avait passé 30 minutes à m'expliquer les principes de base de l'investissement, comme si j'avais 5 ans, me conseillant de mettre mes petites économies dans un plan d'épargne. Je ne savais pas, a-t-il bafouillé, évitant mon regard. Tu n'as jamais rien dit. J'ai essayé, Thibault, ai-je répondu, ma voix toujours calme mais portant une nouvelle autorité. J'ai essayé pendant des années. Chaque fois que je parlais de la Fondation, on changeait de sujet. On me disait que c'était gentil, que j'avais un grand cœur. Personne n'a jamais posé de questions. Personne ne voulait vraiment savoir. C'était plus simple pour vous de me cataloguer comme l'original de la famille, la rêveuse qui ne comprenait rien à la vraie vie. Mon regard s'est alors posé sur Faustine. Elle était toujours au sol, immobile, entourée des débris de son verre. Elle ne regardait personne. Elle fixait le vide. La révélation de ma réussite financière était une chose. Mais la découverte qu'elle était publique, vérifiable, connue de tous sauf d'eux, transformait leur ignorance en un aveuglement volontaire. Ce n'était pas seulement qu'ils ne savaient pas, c'était qu'ils n'avaient pas voulu savoir. Et la source de cet aveuglement, la personne qui avait entretenu le mensonge, était assise au milieu d'eux. Leur certitude sur moi s'était effondrée. Mais leur certitude les uns envers les autres commençait aussi à vaciller. Ils avaient eu connaissance de mon argent. Mais ils ne savaient pas encore à quel point cet argent s'était immiscé dans leur propre vie, bien au-delà des factures médicales de ma grand-mère. Et le coup de grâce était encore à venir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Maître Lambert, tel un metteur en scène sentant que son public était prêt pour le prochain acte, a laissé le silence s'installer avant de reprendre.
Les frais médicaux ne sont qu'une partie de l'histoire, a-t-il annoncé, sa voix ramenant tout le monde à la réalité. Il s'est tourné directement vers ma grand-mère, qui me regardait fixement, comme si elle me voyait pour la première fois. Geneviève, vous souvenez-vous des importants travaux de rénovation effectués sur ce mas l'année dernière? Elle a hoché la tête, confuse. Bien sûr. Le toit qui fuyait, il fallait le refaire. En effet. Mais je ne parle pas que du toit. Je parle de l'installation de l'ascenseur privé. De l'aménagement des rampes d'accès. De la rénovation complète de votre salle de bain pour la rendre accessible en fauteuil roulant. Chaque élément qu'il listait était un coup de poignard. Des travaux qui avaient coûté une fortune, près de 340 000 €. À l'époque, tout le monde avait supposé que c'était une dépense prise sur le patrimoine familial. Ces travaux, a continué Maître Lambert en consultant un autre document, ont été intégralement payés par une autre fiducie. La fiducie Alain Valois, créée par Mademoiselle Aliénor, en hommage à votre défunt mari. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était plus de la stupeur. C'était quelque chose de plus profond. Une prise de conscience douloureuse. Pourquoi, a murmuré ma grand-mère, ses yeux se remplissant de larmes. Sa voix n'était plus celle d'une matriarche, mais celle d'une vieille femme perdue. J'ai pris la parole, doucement. Parce que je te voyais lutter dans les escaliers, grand-mère. Parce que j'avais peur que tu tombes. Je voulais que tu sois en sécurité et à l'aise dans ta propre maison. Mon regard a balayé la pièce et s'est arrêté sur Faustine. Je me suis souvenu d'une conversation téléphonique que j'avais surprise. Elle se plaignait à son père du coût de cet ascenseur. Franchement, est-ce bien nécessaire de dépenser autant? Maman est âgée, elle ne va pas en profiter si longtemps. Disait-elle. Et maintenant, elle savait. Elle savait qui avait payé pour ce luxe inutile. Elle savait que pendant qu'elle se plaignait de la dépense, je la finançais en silence. La honte sur son visage était presque insoutenable à regarder. Ma grand-mère a tendu une main tremblante vers moi. Je me suis approchée et j'ai pris sa main dans la mienne. Elle était froide comme la glace. Ses larmes coulaient maintenant sans retenue, traçant des sillons sur ses joues poudrées. Je t'ai appelée une ratée, a-t-elle sangloté, sa voix brisée. Devant tout le monde. Je t'ai dit que tu avais gâché ta vie. Tu croyais ce que tu voulais croire, ai-je répondu, sans colère. J'ai essayé de t'expliquer ce que je faisais, mais ça ne correspondait pas à ta définition du succès. Les grands postes, les gros salaires, les titres impressionnants. C'est ça qui comptait pour toi. Aider des femmes et des enfants vulnérables, ce n'était pas un vrai travail. Je sentais le poids de des années de malentendus, d'attentes déçues, de jugements hâtifs. Mais je ne sentais plus de colère. Seulement une immense tristesse. Une tristesse pour tout ce temps perdu, pour tout cet amour qui avait été étouffé sous des couches de fierté et de préjugés. La matriarche avait abdiqué. La reine était descendue de son trône. Mais que se passerait-il maintenant que le royaume était sans chef et que ses fondations étaient bâties sur des mensonges? La question flottait dans l'air, aussi lourde que la chaleur de l'été provençal. Changez-le. La voix de ma grand-mère, bien que faible, était impérieuse. Tous les regards se sont tournés vers elle, puis vers le notaire. Maître Lambert, je veux que vous changiez le testament. Immédiatement. Tout doit revenir à Aliénor. Elle est la seule à le mériter. Un murmure a parcouru l'assemblée. Mes cousins, qui 30 minutes plus tôt applaudissaient ma déchéance, semblaient maintenant trouver cette décision parfaitement logique. Mais j'ai secoué la tête. Non. Le mot était sorti, ferme et clair. Ma grand-mère m'a regardé, les yeux pleins d'incompréhension. Mais, tu as sauvé ma vie. Tu as pris soin de moi sans rien demander en retour. Exactement, ai-je dit. Sans rien demander en retour. Je ne veux pas de ton argent, grand-mère. Je n'en ai jamais voulu. Ce que je voulais, c'est que tu comprennes. Que tu comprennes que le succès ne se résume pas à la richesse et au statut. Il s'agit de l'impact que l'on a, de la façon dont on améliore la vie des gens, de l'utilisation de ses ressources pour aider les autres. Mes paroles ont semblé briser un barrage. C'est Thibaut qui a fait le premier pas.
Il s'est approché de moi, le visage défait, son arrogance habituelle complètement disparue. Aliénor, nous avons été des idiots. Des idiots égocentriques et matérialistes. On n'a pas su voir plus loin que notre propre définition étriquée du succès. Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire, et nous nous sommes moqués de toi. Il a passé une main dans ses cheveux, l'air perdu. Alors, s'il te plaît. Dis-nous. Comment peut-on aider? La fondation. De quoi avez-vous besoin? J'ai été surprise par la sincérité de sa question. Pour la première fois, il ne me demandait pas ce dont j'avais besoin, moi, la pauvre petite cousine. Il demandait comment il pouvait contribuer à ma mission. Avant que je puisse répondre, Faustine s'est levée. Ses yeux étaient rouges, mais son regard était déterminé. Mon cabinet peut fournir des services juridiques pro bono, a-t-elle dit d'une voix forte. Nous pouvons vous aider sur les aspects légaux, les contrats, tout ce dont vous avez besoin. Puis, les autres ont suivi. L'un après l'autre, mes cousins, qui quelques instants plus tôt me méprisaient, offraient leur soutien, leur expertise, leur réseau, leurs ressources. Mon oncle Philippe a promis de présenter ma fondation à son club d'investisseurs. Ma tante, décoratrice d'intérieur, a proposé de réaménager bénévolement les espaces communs de nos refuges. C'était un spectacle surréaliste. Je les ai regardés, une pointe de scepticisme persistant en moi. Était-ce une véritable prise de conscience, ou simplement l'attrait des millions d'euros que je représentais désormais? Mais en croisant le regard de Thibaut, en voyant la honte sincère dans les yeux de Faustine, j'ai senti que quelque chose avait réellement changé. Ce n'était peut-être pas encore une rédemption complète, mais c'était un début. C'était une reconnaissance de leur erreur. Ma grand-mère tenait toujours ma main. « Comment fais-tu pour ne pas nous détester ?» a-t-elle murmuré. J'ai eu un petit sourire. Parce que la haine demande de l'énergie, grand-mère. Et je préfère utiliser mon énergie à aider les gens qui en ont vraiment besoin. Et puis, malgré tout, vous m'avez appris quelque chose d'important aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est? Que l'amour inconditionnel, c'est aimer les gens même quand ils ne voient pas ta valeur. Même quand ils t'appellent une ratée. On les aime quand même, parce que c'est ça, l'amour. Une famille bâtie sur l'orgueil et l'argent venait de s'effondrer en l'espace d'une heure. La question était maintenant de savoir si elle pouvait se reconstruire sur des bases de vérité, de respect, peut-être, d'humilité. Le chemin serait long, mais pour la première fois, il ne semblait plus impossible. La réunion de famille s'est disloquée lentement, dans une atmosphère étrange, mêlée de honte et d'une curiosité nouvelle. Mes cousins se sont approchés de moi un par un, s'excusant maladroitement, posant des questions sur la fondation, montrant pour la première fois en disant un intérêt sincère pour ma vie. Ma mère m'a serré dans ses bras pendant un long moment, murmurant des excuses que je lui ai dit ne pas être nécessaires. Alors que je partais, maître Lambert m'a retenu par le bras. « Mademoiselle Valois », a-t-il dit à voix basse. « Pour ce que ça vaut, ce que vous avez fait, payer ses factures anonymement, continuer à prendre soin d'elle-même après aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est ce que la famille est censée faire, ai-je répondu. Il a secoué la tête. Non. C'est ce que les gens bien font. Votre famille a de la chance de vous avoir. Je suis reparti dans ma vieille Honda, laissant derrière moi le mas provençal et le chaos de ma famille. Le trajet de retour vers Marseille, le long de l'autoroute A7, s'est fait en silence. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et violettes. Je pensais à la perception et à la réalité, au succès et à l'échec, à l'amour et à la fierté. Mon esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. Je ne me sentais ni triomphante, ni vengée. Juste, fatiguée. Et étrangement en paix. Alors que je garais ma voiture sur le parking de mon immeuble, mon téléphone a sonné. Le numéro de ma grand-mère s'est affiché. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Aliénor, c'est moi. Sa voix était différente. Dépouillée de son autorité habituelle, elle semblait fragile, presque timide. Bonsoir, grand-mère. Je voulais juste te dire. Elle a marqué une pause. Le notaire a tout expliqué. Tu as tout payé. Pas seulement les médecins. Les infirmières, le service de livraison des repas, le transport pour mes rendez-vous, tout.
Je voulais que tu sois à l'aise, ai-je simplement dit. Pourquoi? Après la façon dont je t'ai traité. Parce que tu es ma grand-mère. Parce que tu m'as élevée. Parce que tu m'as appris que la famille prend soin des siens. Tu avais juste oublié que cette leçon s'appliquait aussi à moi. Un long silence a suivi. J'entendais seulement sa respiration, un peu saccadée. Veux-tu venir me voir demain, a-t-elle finalement demandé. Pas pour une réunion de famille. Juste toi et moi. J'ai fermé les yeux, un mélange de soulagement et de tristesse m'envahissant. J'avais attendu cette invitation, cette ouverture, pendant une décennie. Maintenant qu'elle arrivait, je réalisais qu'elle n'avait plus la même importance qu'avant. Mon estime de moi ne dépendait plus de son approbation. Mais c'était tout de même un début. Le début de quelque chose de nouveau. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu. Apporte ton ordinateur portable, a-t-elle ajouté, sa voix se raffermissant un peu. Je veux tout voir. La fondation, les refuges, les programmes. Je veux comprendre ce que tu as bâti. D'accord, grand-mère. Et Aliénor, merci. Merci de m'avoir sauvé la vie. D'avoir été une meilleure personne que je ne t'ai jamais appris à l'être. Tu m'as appris plus que tu ne le crois, ai-je dit. Le bon comme le mauvais. J'ai juste appris à garder les bonnes parties et à laisser le reste. Cette conversation était le premier pas. Un pas fragile sur un pont qui avait été détruit. Mais la conversation la plus importante, je le savais, était celle que j'allais avoir avec moi-même, assise seule dans le silence de ma voiture. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture pendant un long moment, regardant les lumières s'allumer une à une dans les appartements de mon immeuble. Ce n'était pas un quartier chic, mais c'était chez moi. Mon refuge. Et surtout, il se trouvait à 2 rues du centre d'accueil où j'avais passé la matinée à aider une mère de 3 enfants à trouver un logement d'urgence. Je pensais à l'héritage. Ma famille était obsédée par l'héritage financier, la fortune que mon grand-père Alain avait bâtie à partir de rien. Il voyait cela comme un trésor à préserver, à faire fructifier, à transmettre. Il n'avait pas tort. Mon grand-père m'avait appris la valeur du travail acharné. Mais il n'avait compris que la moitié de la leçon. Il ne m'avait pas seulement appris à gagner de l'argent, il m'avait appris que l'argent n'était qu'un outil. Un moyen, pas une fin. Ce qui compte, Aliénor, me disait-il souvent, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu en fais. J'avais appliqué cette leçon différemment de ce qu'ils attendaient. Mon héritage à moi, le vrai, n'était pas dans un compte en banque. Il était dans les vies que je touchais chaque jour. J'ai levé les yeux vers le 3e étage de l'immeuble d'en face. Une fenêtre était allumée. C'était l'appartement de Madame Dubois. Il y a 3 mois, elle était arrivée dans notre refuge, terrifiée, avec ses 2 enfants, fuyant un mari violent. Aujourd'hui, elle avait un travail, un appartement, et ses enfants allaient à l'école du quartier. Ce soir, la lumière dans sa fenêtre signifiait qu'ils étaient en sécurité. Qu'ils dînaient ensemble. Qu'ils commençaient une nouvelle vie. C'était ça, ma fortune. C'était ça, mon bilan annuel. Chaque lumière allumée dans une fenêtre comme celle-ci était un dividende, une plus-value inestimable. Le succès, j'avais fini par le comprendre, ce n'était pas d'impressionner sa famille. Ce n'était pas les bureaux d'angle, les fonds fiduciaires ou les apparitions dans les événements mondains. Le succès, c'était de savoir que quelque part, ce soir, une femme dormait dans un lit grâce au travail que je faisais. Un enfant mangeait à sa faim grâce au programme que je finançais. Une famille se reconstruisait grâce aux services que je fournissais. Cela valait plus que n'importe quel héritage. Cela valait tout. Mon histoire, du moins ce chapitre, avait une fin. Mais je savais que dehors, dans le silence de la nuit, des milliers d'autres histoires attendaient encore leur dénouement, des milliers d'autres femmes attendaient leur propre refuge de l'aube. L'histoire que je viens de vous raconter est la mienne. C'est une histoire de famille, avec ses complexités, ses douleurs et finalement, sa possibilité de guérison. Elle m'a appris une chose essentielle, la valeur d'une personne ne réside pas dans ce que les autres disent d'elle, ni dans ce qu'elle possède. Elle réside dans ses actions, surtout celles que personne ne voit. Elle réside dans la gentillesse que l'on offre sans rien attendre en retour. Dans ma famille, il a fallu une crise
une révélation spectaculaire pour que les masques tombent et que la vérité apparaisse. Mais dans la vie de tous les jours, la plupart des actes de bonté, de courage et de sacrifice restent invisibles. Ils ne font pas la une des journaux. Ils ne sont pas applaudis. Mais ce sont eux qui, brique par brique, construisent un monde meilleur. J'ai lu beaucoup de vos commentaires sous mes précédentes vidéos. Je sais que beaucoup d'entre vous ont connu le sentiment d'être jugés, incompris, ou de voir leurs efforts minimisés par leur propre entourage. C'est une blessure profonde, car elle vient de ceux qui sont censés nous aimer le plus. C'est pourquoi aujourd'hui, cet espace de commentaires est le vôtre. Avez-vous déjà eu l'impression que votre famille ne voyait pas votre vraie valeur? Avez-vous déjà fait un sacrifice important pour quelqu'un qui ne l'a jamais su? Ou, au contraire, avez-vous eu la chance d'avoir une famille qui vous a toujours soutenu dans vos choix, même s'ils étaient différents? Partagez votre histoire ci-dessous. Racontons-nous. Faisons de cet espace un lieu où nous célébrons la force silencieuse, la générosité discrète et la résilience face à l'adversité. Chaque histoire partagée est une lumière de plus, qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Merci d'avoir fait partie de ce voyage avec moi aujourd'hui. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans mes doutes, mes peines ou mes espoirs, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » sur la vidéo. C'est votre façon de me dire que nous sommes connectés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour que nous puissions continuer à partager ces moments ensemble. Prenez soin de vous, et souvenez-vous que votre valeur est immense, qu'on vous le dise ou non.